Et nous alors ? Et nous alors ? Eh oui, Et nous alors, c'est un podcast sur des sujets sous-cotés dont on entend peu parler. Des thèmes qui ont leur place dans la lumière et des témoignages de personnes voulant faire entendre leur voix. L'occasion de déconstruire certaines idées reçues et casser quelques tabous. Avis aux curieux, tendez l'oreille. Dans les années 90, l'Algérie est frappée par une guerre civile. En 1994, j'ai un peu plus de 4 ans et mes parents viennent s'installer en France. Qu'est-ce que ça fait de partir reconstruire sa vie ailleurs, dans un contexte aussi fragile et avec l'inquiétude au ventre ? Aujourd'hui, ma mère revient avec nous sur son expérience d'immigré et son amour à la fois pour son pays d'origine et son pays d'accueil. Bonjour maman. Bonjour ma puce. Je suis contente de te recevoir pour ce dernier épisode de la saison parce que finalement, j'ai commencé la saison avec toi et je la finis avec toi. Je trouve que la boucle est bouclée, donc c'est cool. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire ? Dans quelle Algérie tu as grandi ? J'ai grandi dans l'Algérie française. On a eu l'indépendance en 62, donc j'avais 6 ans. Et c'était pour moi une période extraordinaire. De toute façon, avant et même après l'indépendance, je ne voyais pas la différence. J'étais jeune et j'ai passé de très 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 bons moments. J'ai que de bons souvenirs. J'avais une grande famille, on était 9 frères et sœurs. C'est-à-dire que quand je parle maintenant en disant que j'avais 9 frères et sœurs, j'avais l'impression qu'on était très nombreux, mais on ne remarquait pas ça au fait. On était tous là, on s'aimait. On avait une maman, une véritable lionne, qui était une très grande protectrice. Et d'ailleurs, après l'indépendance, mon père, je pense qu'il est tombé malade des années un peu... Enfin, il est tombé malade 7 ans avant qu'il parte, définitivement. Maintenant que je parle, je sais qu'il y avait des moments difficiles, mais je me demande comment ma mère a pu gérer tout ça, parce que moi, je ne le ressens pas. Je ressens que de la joie, des bons moments, le soleil... on jouait dehors, même à l'intérieur, c'était, je sais pas, c'était que du bonheur pour moi. Voilà. Oui, t'en gardes que des bons souvenirs ? Oui, je suis quelqu'un qui, en général, efface beaucoup de les mauvais souvenirs, et je préfère. Oui, t'as bien raison, C'est vrai que t'as grandi dans une grande fratrie, et justement, donc, tu évolues, tu grandis, tu te maries une première fois. Tout à fait. Est-ce que tu peux me contextualiser un petit peu oui, cette partie-là de ta vie ? Bien sûr. Je me suis mariée, je me suis retrouvée veuve 6 mois après. C'était très, 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 très dur. Donc, pour faire le deuil, ça a été lent. J'ai réintégré le foyer, quoi, chez mes parents, avec mes frères et sœurs. Il y avait un changement, quand même, dans mon esprit. En réalité, c'est passé. Ça n'a pas été facile, c'est passé. C'est que 8 ans après, j'ai rencontré ton papa. On s'est mariés, bien sûr. Je t'ai eu toi, Malik. Et malheureusement, l'Algérie, moi à l'époque où vous étiez, on sortait, on vivait très bien, je travaillais. Et c'est avec ton père qu'on a pris la décision de venir vivre ici. Pour notre plus grand bonheur. Absolument. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter l'Algérie et quel est ton état d'esprit à ce moment-là ? Tu me poses une question où, sur le moment, je n'y pensais pas du tout. Parce qu'on en avait déjà parlé avec ton papa. Nous pouvions venir avant, puisque ton papa était français de mère française. Mais ça ne nous a jamais effleuré. Par contre, là, sur le moment, parce que, je ne peux pas te dire, tout allait vite, trop vite même. Ça a basculé, la décision a été prise, ton père avait peur, enfin tout le monde avait peur. Le pays a carrément changé. Et ça, c'est que tu n'avais même pas le temps de penser ce qui est bon, ce qui est pas mauvais. Quand tu dis le pays avait complètement changé, on est dans quel contexte à ce moment-là ? C'était une période, d'ailleurs on l'appelle la décennie noire. Effectivement, ça a tellement basculé trop vite même. Donc, dans notre esprit, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas là où il était le danger, c'est-à-dire les gens ont changé. Il se passait le bon quoi et le mauvais. Exactement ? Qu'est-ce qui faisait que ça a changé et que c'était si noir ? C'était l'Algérie, le terrorisme, on était terrorisés, c'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas faire confiance ni à ton voisin, on ne reconnaissait plus qui était qui vraiment sur place. Donc, c'est vrai qu'on dormait très mal. Vous sentiez en insécurité finalement ? Total. Et quand ton père m'a demandé si c'est pas que je voulais, il voulait vraiment partir. C'est vrai que j'avais pas réfléchi.
c'est vrai que ça a été très dur. J'étais mal parce qu'il y a toute ma famille qui est là-bas, toute. Et moi, je suis quelqu'un qui était très, très proche de ma famille. Ma mère, mes frères et sœurs. Le moment de partir, d'ailleurs, le seul regret que j'ai actuellement, le seul, parce que je suis une femme qui ne regrette rien pratiquement, c'est de ne pas avoir assisté au décès de ma mère. Parce que pendant le départ, elle m'a regardée, elle m'a pris dans ses bras. Elle était, parce qu'elle était très proche de nous, c'est la première fois qu'elle voyait un de ses enfants partir. Elle m'a serré, elle m'a dit, tu vas me manquer, mais je suis contente pour toi. Parce qu'en gros, pour elle, je suis une maman. Et comme elle était, c'était notre sécurité, ma maman, elle pensait à mes enfants. Donc vas-y, emmène-les, éloigne-les, éloigne-toi. En gros, c'est ce que j'ai vu dans ses yeux. Et donc, quand je suis arrivée en France, quelques temps plus tard, j'apprends qu'elle est décédée. Et là, je ne peux pas vous dire pourquoi je ne suis pas partie. Il y a beaucoup de choses. Soit, c'est vrai, financièrement, c'était tout juste. La peur de laisser mes enfants derrière. Je ne sais pas. Je ne peux pas blâmer personne. Mais par contre, c'était le plus gros regret de moi. J'avais du mal à faire le deuil, d'ailleurs. Je suis restée longtemps. Oui, c'est très dur déjà de quitter une famille dont on est très proche. De vivre un décès, c'est dur pour tout le monde. J'avoue que c'est ça aussi qui est beau, c'est que ta mère, ce qu'on va en retenir, c'est qu'elle voulait ton bonheur, celui de tes enfants, votre sécurité. Et finalement, c'était dur que tu partes, mais c'était aussi nécessaire. C'était quelque chose d'extraordinaire. Enfin, extraordinaire, j'exagère quand même. C'était, on sort, tu vas te sauver, tu vas sauver les enfants, quoi. Mais bon. Ouais. Est-ce que ça te manque un peu l'Algérie parfois? Bah, parfois, au fait, je suis en permanence en contact avec tout le monde. Et Dieu merci, parce que les premiers temps, quand je suis arrivée, c'est là où c'était dur. Parce qu'on pouvait, pour communiquer avec les téléphones, c'était vraiment cher. Mais par contre, là, franchement, avec la technologie moderne, vraiment, c'est un plaisir. Oui, les communications sont facilitées, du coup, tu gardes le lien avec la famille en Algérie Absolument. et tu te sens moins éloigné finalement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une part de toi qui s'est sentie coupable à un moment donné de laisser ta famille dans un contexte de terreur, comme on disait, pour venir te réfugier en France? Ah oui, cette question, je vais vraiment être honnête. J'étais non seulement coupable, et très inquiète pour tout le monde. Donc, mon corps était là avec mes enfants et mon esprit était en Algérie. Tout le temps, j'attendais. À chaque fois que le téléphone sonnait, j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Imaginez des années comme ça. C'était l'horreur. Ça, je reconnais que Une ça angoisse n'a pas été permanente. tout le temps, permanente. Tu as fini par lâcher prise de cette culpabilité et profiter pleinement de ce que la France avait à t'apporter? Ce n'est pas ce que la France m'a rapporté. Dans ma tête, moi, j'ai toujours été comme ça. C'est la destinée. J'ai bien réfléchi, puis c'est comme ça. Ça devait être comme ça. Parce que quand tu me dis, c'était quoi l'Algérie, la France, elle t'a rapporté. Au fait, ça devait être comme ça, et je l'accepte. Tu acceptes tout ce qui se présentera sur ton chemin parce que tu es fataliste, tu crois en ton destin et tu te laisses vivre. Absolument. Et j'essaie d'être là où je suis, ma façon de vivre, ma façon d'être, et d'être entourée par des belles personnes. Et puis voilà. C'est toi la belle personne. C'est gentil, t'es un amour. Et comment s'est passée l'intégration pour toi et le reste de la famille? C'est un mot, je l'avais déjà dit. L'intégration, c'est quoi ce mot intégration? Pour moi, en ce qui me concerne, je pense qu'on est intégré comme on veut. Parce que moi, l'intégration, elle s'est faite très très facilement, quoi. Parce que je parlais la langue déjà. Mes enfants, ils étaient petits, donc c'était pas un problème. Moi, je parlais la langue, on avait une bonne éducation. Pour moi, l'intégration, c'est être bien élevé, correct. Et donc, on l'était. Et puis après, il y en a qui ont du mal avec la langue, et il y en a non. Nous, bon, n'oublie pas que l'Algérie était française. Donc, mais ma grand-mère, elle lisait avant de dormir, mais c'était les livres français, quoi. D'auteurs français. Donc, Oui, donc peut-être que finalement, notre immigration s'est faite de manière plus souple et plus facile parce qu'on maîtrisait la langue, qu'il y avait un passif entre l'Algérie et la France, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui arrivent ici. Mais je connais des personnes, justement, où la langue, ils étaient plus arabisants. Parlant de langue, bien entendu, mais il y a leur éducation, il y a la façon d'être. Tu sais,
où on est bien élevé, où on est voyou, où on ne l'est pas. Tu sais, les Français vivaient en Algérie, ils ne parlaient pas arabe. Ils ont bien vécu. Je peux donner un tas d'exemples de pays où on n'est pas forcément connaître la langue. Mais c'est ton comportement, ta façon d'être, ton amour pour et ton but surtout. Oui, bien sûr. Après, ça crée quelques freins, il y a des difficultés. Bon, on ne va pas rentrer dans un débat sur ce sujet, mais c'est vrai qu'il y a plein de contextes qui font que ça peut quand même être plus difficile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intégration, mais pour une intégration souple et totale, c'est vrai qu'il faut dépasser certaines barrières parfois. Il faut dire qu'en France, bon, bien sûr, quand moi je suis arrivée, ils le proposent à tout le monde. Il y a des cours de français pour qu'ils s'améliorent. Oui, bien sûr. Après, moi, j'en ai donné. J'ai été dans une association qui donnait des cours de français langue étrangère. Et bien sûr, c'est génial. Et heureusement qu'en France, on peut en bénéficier. Absolument. Mais ça ne suffit pas. Et puis, on le voit quand on donne les cours, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et puis, selon l'âge des personnes qui viennent essayer d'apprendre, il y a tellement de différences entre devoir apprendre toute forme de lecture, d'écriture, de langage. C'est vraiment très, très dur. Puis la langue française, elle est particulièrement compliquée. Donc oui, on a de la chance. Oui, on propose ça. Mais ça ne se fait pas en un jour. C'est vrai, ça me fait rire parce que ce que tu viens de dire, tu sais qu'à l'époque, en Algérie, quand on parlait français entre nous, les Algériens, on faisait très attention aux fautes, vraiment. Et donc, ça crée un complexe. On vient avec ce complexe. Quand on parle avec quelqu'un en français, il ne faut pas qu'on se trompe. Et malheureusement, c'est ça qui n'aide pas les gens à parler bien français, au fait. S'ils communiquaient avec tout le monde, même s'ils se trompaient, ils finiront par bien parler. Mais ça marche dans les autres langues aussi. Absolument. Je sais que moi, c'est l'inverse. Puisque je suis arrivée en France, j'avais 4 ans et demi quand on est arrivé ici. Et donc, je maîtrisais l'arabe, mais je l'ai perdu au fil des années, malheureusement. Et c'est vrai que quand je retournais en Algérie, je n'osais pas parler en arabe parce que même si je connaissais des phrases, des mots, j'avais peur qu'on se moque de moi pour mon accent et parce que ma phrase, elle n'était pas grammaticalement correcte. Donc, je m'empêchais. Et c'est ça qui m'a fait perdre plus la langue que le reste. C'est le fait de m'être bloquée. Et ça marche avec plein d'autres langues, hein, même l'espagnol, Absolument. Quand je voyage, etc. Quand on se dit « Ah non, mais je parle un peu, mais pas assez bien, donc je préfère pas parler. » Et on se bloque tout seul, on se met nos propres limites, en fait. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Mais tu as raison, la barrière de la langue, elle est surmontable. Il faut essayer. Et puis de nos jours, maintenant, on a Duolingo, Google Translate, etc., etc. Comme tu disais, heureusement, la technologie, elle va nous pousser à faire de belles choses. Et en tout cas, je te remercie pour... d'avoir répondu ouvertement à mes questions. Je voulais qu'on finisse sur une question un petit peu qui... Je trouve que c'est quelque chose qui revenait beaucoup, cette idée que beaucoup de personnes, notamment au Maghreb, voyaient la France, notamment à cette époque-là, comme un Eldorado, un endroit où on peut mieux réussir et avoir une qualité de vie peut-être meilleure. T'en penses quoi de ça ? Moi, personnellement, je parle de moi. Oui, moi, je n'ai jamais pensé ça. D'ailleurs, moi, j'ai pensé plus. J'étais malheureuse de quitter mon pays, ma famille. Mais je n'ai jamais pensé venir ici pour avoir plus d'argent. Je ne sais pas, mais c'est pas vrai, c'est faux. Parce que tu travailles, que ce soit ici ou là-bas, tu travailles, tu gagnes. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas. Oui, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est aussi simple que ça. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément une fin en soi d'aller dans un autre pays et de se dire « là-bas, il y a plus de choses et d'opportunités pour moi ». D'opportunités, peut-être, je ne sais pas. Moi, je sais que les deux pays m'ont ramené beaucoup de choses. J'ai passé du bon et du mauvais là-bas et du bon et du mauvais ici. Puis tu me disais que tu suivais aussi beaucoup ton destin. Donc forcément, tu vas aller là où le vent te mène. Et en fait, je pense que c'est un peu plutôt ça, la réalité. C'est qu'on a tous un Eldorado, on a tous un moment, un endroit qu'on pense peut-être être mieux pour nous ou avoir plus d'opportunités. C'est peut-être pas toujours le même endroit au même moment, mais il faut suivre en fait son instinct et suivre ce qui nous rend heureux. Oui, il ne faut pas se bloquer au fait. Tout de suite, vous arrivez à un endroit, vous faites votre vie le plus naturellement possible. Il faut être soi-même et ça y est, on est tout de suite entouré, on est tout de suite aimé, on donne aussi de l'amour et puis ça se passe toujours bien. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Merci. Et ça t'arrive de retourner au pays ? Au fait, moi, je ne suis pas le genre de femme qui va, surtout quand ils étaient petits, les enfants, tous les ans en Algérie, non, je n'avais pas ça. Donc, on profitait, on est parti en Italie, en Espagne, en Grèce. On a essayé avec les enfants de découvrir d'autres pays. Après, bien sûr qu'il faut faire un choix dans la vie. Moi, j'ai fait un choix.
Donc, je suis ici avec mes enfants et ça se passe très bien. Et ils ont plein d'amour et j'ai plein d'amour. Donc, il n'y a pas de grand vide. Mais ça m'arrive d'y aller, oui, tous les 2-3 ans. Au fait, parce qu'il y a tout le monde là-bas. Mais en général, je ne dépasse jamais la semaine. Je reste une semaine et je rentre. Je me suis habituée à mon train de vie ici. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que là-bas, mais c'est ma maison, elle est ici. Voilà. Moi, j'aime bien être chez moi, tout simplement. Moi aussi, j'aime bien être chez toi. Ça tombe bien. Merci vraiment beaucoup, maman, d'avoir répondu à mes questions. Pour moi, c'est toujours un plaisir de réentendre ton histoire, de savoir d'où je viens, de ne pas oublier aussi, puisque moi, je suis arrivée très jeune et il y a plein de choses que je n'ai pas forcément vues passer. Donc, merci. Et encore merci une dernière fois pour être la première et la dernière personne que j'interroge pour la saison 1 du podcast, en espérant qu'on a pu donner du contenu qui intéresse les auditeurs. Et pour tout le monde, je vous propose qu'on se retrouve d'ici quelques mois pour la saison 2. On va faire une petite pause et profiter des fêtes en famille. Merci d'être ma fille. Je suis comblée. C'était facile, hein. Je suis venue de toi, c'était c'était pas compliqué. Voilà, mais je te remercie, je t'embrasse très très fort. Moi aussi, bisous. Bisous et bisous les auditeurs. Merci d'avoir écouté ces témoignages. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et recommander. Si vous souhaitez proposer un sujet ou témoigner d'un sujet que vous estimez sous-coté, contactez-moi sur le blog, Instagram ou sur etnoualorspodcast@gmail.com. Je compte sur vos encouragements. À bientôt. À la prochaine.